Voilà, on arrive à notre dernier chapitre, les métiers et postes commerciaux de cette grande thématique, découvrir le cadre d'action de l'équipe commerciale. Donc je vous rappelle, on a vu le réseau de vente, l'organisation commerciale, manager aujourd'hui, et on finit par découvrir les différents métiers et postes commerciaux. Voilà, donc dans une première partie, on verra la diversité des métiers, notamment une typologie de la FNOR qui a cherché à un petit peu classer toutes les dénominations des métiers commerciaux. Vous verrez, il y en a beaucoup. Et on vous proposera une typologie simplifiée pour mieux vous y retrouver. Premièrement, diversité des métiers. Deuxièmement, les différents statuts. Donc vous verrez qu'il y a une typologie des statuts qui est possible. Trois grands statuts possibles. Donc c'est bien sûr très important pour vous parce que vous devrez faire un jour un choix entre ces différents statuts. On verra leurs différentes caractéristiques et on comparera ces différents statuts. Enfin, le poste de travail, quelques outils d'analyse lorsqu'on a des offres d'emploi, des annonces, entre adéquation entre mission, tâches à exécuter et profil du poste et les CV. Donc, on pourra vous demander notamment lors de votre épreuve en fin de deuxième année, on pourra vous demander justement de sélectionner des candidats et vous devrez sans doute travailler à l'adéquation entre les CV des candidats et profil de poste de l'entreprise. Voilà. Alors, diversité des métiers, rapidement, c'est la typologie de l'AFNOR, dont je vous redis, c'est Association française de normalisation. Elle a recensé plus de 131 dénominations. Aujourd'hui, c'est une tendance lourde sur le marché de l'emploi. Tous les secteurs ont besoin de commerciaux. Et donc, vous êtes, d'ici à 2015, on a une pyramide des âges qui est négative, c'est-à-dire c'est le papy boom, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui vont arriver à la retraite. Donc, vous avez sûrement de nombreuses annonces qui vous attendent à la sortie de l'école. Et puis en plus, là, il y a encore 2 ou 3 ans, on annonçait plus de 300 000 nouveaux emplois de commerciaux créés en France depuis 2015. Donc voilà, une tendance lourde vers les métiers commerciaux. Alors, ils sont très nombreux. Ici, on a une carte mapping en fonction du métier, euh, une ligne métier-fonction. Donc là, on est sur des compétences techniques. Là, on est plus sur des compétences fonctionnelles, donc administratives, logistiques, etc. Là, on est sur la métier vente pure, donc tous ceux qui sont sur le terrain. Et là, on est sur des activités de soutien. On va revoir ça dans une typologie plus simplifiée. Vous voyez ici à la fois des directeurs des ventes qui sont vraiment en soutien de vendeurs, donc un métier très fort en termes techniques très fortes, mais ils sont plutôt sur le soutien, ils ne vont pas être directement en lien avec la clientèle. Le vendeur, métier fort en lien direct avec la clientèle. Ici, dans les fonctions au niveau fonctionnel et de soutien, vous avez le directeur commercial, l'assistant commercial, qui eux vont venir soutenir, fixer des objectifs, travailler sur la stratégie, etc. Donc en soutien de la vente. Et puis aussi de façon fonctionnelle, beaucoup d'ingénieurs aussi qui travaillent sur les produits, la façon qu'on va avoir de pouvoir aussi toute la fonction technico-commerciale, de pouvoir promouvoir ces produits. Donc de la fonction, mais plus orientée cette fois relation client. Alors, la typologie simplifiée. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette typologie simplifiée des emplois commerciaux? On a trois grands domaines pour classer ces emplois commerciaux. Premier domaine, le domaine du soutien à l'activité commerciale. Donc, c'est tous les emplois qui vont concourir à l'efficacité commerciale, à aider le commercial finalement, le vendeur, à faire sa vente. Alors, vous avez des animateurs de vente, vous avez des téléprospecteurs, hein, ceux qui vont prospecter de nouveaux clients pour vous afin que vous alliez les visiter, tous ceux qui vont animer les ventes, faire de la promotion de vente, etc. Deuxième grand domaine, le domaine de la relation client. Donc là, c'est vous, des vendeurs, des VRP, chargés de clientèle, ingénieurs commerciaux. Ces emplois concernent l'approche, la satisfaction et le suivi du client. Et enfin, vous avez un dernier domaine qui est le domaine du management des équipes commerciales. Ce domaine-là, eh bien, c'est des emplois qui se rapportent à toutes les techniques de management, de direction, de gestion, d'organisation de l'équipe commerciale. Un chef des ventes, un chef de secteur, un responsable de vente, etc., etc. Voilà, trois grands domaines. Voilà pour la diversité des métiers. Donc maintenant, on va passer dans les différents statuts, leurs caractéristiques. Alors, vous voyez,
ce qu'il faut bien retenir, euh, c'est que le statut social que vous allez choisir ou que vous allez donner à vos commerciaux, à votre équipe commerciale, va être déterminant pour les obligations réciproques que vous aurez entre votre commercial et l'entreprise. Vous voyez qu'il y a deux grands types d'options, l'option salarié ou l'option non salarié. C'est ça que vous devez retenir avec un statut, le VDI, ici entre ces deux statuts, salarié et non salarié. Donc on va revenir dans le détail. Sachez que le statut de salarié, on a deux grandes options, salarié de droit commun ou VRP. Quand vous êtes salarié de droit commun, eh bien, il y aura deux options, c'est être en CDI ou en CDD. Et si vous êtes VRP, vous pouvez être exclusif ou multicarte. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas salarié, vous êtes à ce moment-là non salarié, c'est-à-dire, on va dire que vous êtes agent commercial. Voilà. Donc, quand on est salarié, ce qu'il faut retenir, c'est que les relations de l'entreprise avec le salarié sont régies par le Code du travail. Et donc, il impose un certain nombre d'obligations à l'employeur, par exemple salaire minimum, remboursement de frais professionnels, journée de congé, durée de travail, indemnité de rupture. D'accord? Donc, vous avez le Code du travail. Lorsqu'on descend, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des conventions collectives de votre entreprise. Ces conventions collectives, eh ben, elles peuvent, sur certains points, améliorer le Code de travail. Et puis après, vous avez le contrat de travail écrit qui peut, lui, améliorer aussi les conventions collectives. Donc vous voyez, le travailleur salarié a un contrat de travail dans lequel sera expliqué toutes les obligations euh, du salarié envers son employeur et de l'employeur envers son salarié. Ces obligations peuvent être meilleures, peuvent améliorer à la fois des conventions collectives de l'entreprise et à la fois le Code du travail. Donc ça, c'est ce qui peut être intéressant pour le salarié. Le salarié, en revanche, est lié à son entreprise par un lien de subordination qui est créé par son contrat de travail. C'est une obligation d'obéir à sa hiérarchie. Voilà. Donc on va revenir dans le détail sur salarié de droit commun et VRP, sachant que le non-salarié, l'agent commercial, on verra que pour l'agent commercial, eh bien, il n'est que fournisseur prestataire d'un service vis-à-vis d'une entreprise, donc il n'y a pas de lien de subordination. D'ailleurs, c'est le tribunal du commerce qui arbitrera en cas de litige, alors que dans le cas du salarié de l'entreprise, c'est le tribunal des prud'hommes. Donc, pas de lien de subordination. En revanche, il y aura un mandat de vente qui sera signé entre les deux parties et l'agent commercial devra respecter évidemment son mandat. L'entreprise vérifier que l'agent commercial est inscrit comme entrepreneur bien indépendant. Alors, on va revoir dans le détail la fonction de salarié. Alors, le salarié, vous avez donc deux possibilités, VRP ou un commercial salarié de droit commun. Alors, le commercial salarié de droit commun, il est appelé ainsi parce qu'il a un lien de subordination qui découle de son contrat de travail, très bien, mais il ne se réfère pas à la convention collective des VRP. Le commercial salarié de droit commun, eh bien, il se réfère à la convention collective de l'entreprise. Voilà, c'est ça qui va le différencier du VRP. À l'intérieur de ce statut, on peut avoir du contrat à durée déterminée, indéterminé ou partiel, sachant que le meilleur contrat, c'est le contrat à durée indéterminée, parce qu'un vendeur, il est long à former, il est difficile à motiver, et donc le CDD conviendra mieux à un contrat d'alternance, lorsque c'est du saisonnier, ou si on est en qualification, en apprentissage. Le VRP, ça veut dire quoi? Ça veut dire voyageur, représentant, placier. Lui, il adhère à la convention collective spécifique des commerciaux. Cette convention spécifique, elle lui permet notamment d'inclure dans sa rémunération 30% alloués à ses frais professionnels. Ça veut dire que ces 30% de ses revenus seront déductibles fiscalement de son assiette. Donc, ils pourront déduire fiscalement un abattement de 30% de son revenu imposable. Voilà, s'il a un revenu imposable de 100, il pourra déduire 30%. 30% de 100, ça fait 30 euros. Donc, en fait, il ne sera
fiscalement, son revenu fiscal ne sera que de 70 euros. Voilà. Donc on calculera son impôt sur 70 euros et non pas sur 100 euros. Voilà, il y a un plafond cependant qui existe. Donc voilà la grande différence entre le VRP et le commercial salarié de droit commun. Le VRP, eh bien, lui aussi, il exerce une activité commerciale de façon exclusive et constante pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs. Donc vous avez le VRP monocarte ou exclusif qui ne travaille que pour une entreprise et vous avez le VRP multicarte qui travaille pour plusieurs entreprises, généralement non concurrentes, et il est inscrit au régime général de la sécurité sociale. On verra qu'en cas de rupture de contrat, il pourra avoir une indemnité de clientèle. On imagine un VRP qui a permis à l'entreprise d'obtenir de nouveaux clients. C'est lui qui a apporté les clients, c'est des clients durables pour l'entreprise. Si le VRP s'en va, eh bien, on va l'indemniser de cette clientèle qui va continuer à apporter du chiffre d'affaires à l'entreprise. Voilà, donc ça c'est pour le statut de salarié. Retenez deux grandes possibilités, VRP ou commercial salarié de droit commun, avec leurs différences, avantages et inconvénients. Alors, vous avez deuxième grand type de statut juridique, les indépendants. Alors, un indépendant exerce son activité à titre habituel ou permanent, mais il est inscrit à un registre professionnel, le registre des agents commerciaux. C'est-à-dire qu'en fait, il est inscrit à l'INSEE en tant qu'entreprise, il a le numéro de SIRET. Alors, vous avez l'agent commercial, vous avez le VDI qui est le vendeur à domicile indépendant et vous avez le mandataire commercial. Alors, exclusivement, on va surtout focaliser sur l'agent commercial. Donc, c'est une personne morale ou physique. Il est chargé de façon permanente de négocier, de conclure des contrats. Lui-même peut employer des salariés. Il est régi donc par un mandat de vente. Et s'il n'observe pas son contrat, cette fois, c'est le tribunal de commerce qui s'appliquera. Le VDI, le vendeur à domicile indépendant, en fait, c'est un statut qui est intéressant s'il exerce son activité à titre occasionnel ou seulement pour quelques heures par mois. Donc après, vous verrez que si il n'est pas obligé d'ailleurs de s'inscrire en tant qu'indépendant et il n'a pas les contraintes d'un salarié. Voyez, donc, il n'a pas les contraintes d'un salarié, hein, donc il n'a pas d'obligation hiérarchique. Il n'est pas obligé de s'inscrire au registre du commerce. C'est un statut entre les deux, mais il faut qu'il exerce seulement quelques heures dans le mois. Le mandataire commercial, lui, il ne répond pas aux conditions d'application du statut d'agent commercial. Donc, il a possibilité de mandat d'intérêt commun. Alors, un mandataire, il va être un intermédiaire, en fait, entre deux agents commerciaux. Alors, le commerçant, dernier statut, le commerçant, bon, vous connaissez des concessionnaires, des commissionnaires ou des courtiers. Ils agissent pour leur propre compte en achetant des marchandises en vue de les revendre à leur propre clientèle. Ça, c'est le concessionnaire, pensez à la voiture automobile. Le commissionnaire, lui, il agit sous son nom propre ou sous son nom social, mais pour le compte d'un commettant. Donc, le commissionnaire, il est entre deux, c'est un intermédiaire en fait. Et vous avez le courtier qui met en relation des vendeurs et des acheteurs. Lui, il agit de façon autonome et ponctuelle. Et puis, dès qu'il a mis en relation vendeur et acheteur, eh bien, il ne suit pas l'exécution des contrats. Lui, son métier, c'est de rapprocher les partenaires possibles. Voilà. Donc là, leur statut, c'est un statut de commerçant, généralement un statut de commerçant indépendant. Voilà. Alors, on va essayer de faire une comparaison un petit peu plus fine sur ces différents types de statuts juridiques. Alors, retenez dans les statuts juridiques, vous avez le salarié de droit commun et le VRP, vous avez le VDI et vous avez l'agent commercial qui, lui, est un indépendant. Donc, l'agent commercial, retenez bien, c'est un statut non salarié. Et les statuts salariés, vous en avez deux. Vous avez le salarié de droit commun et le VRP, exclusif ou multicarte. Et le VDI, donc comme on a vu, le vendeur à domicile indépendant, lui a un statut à part. Il n'a pas les contraintes du salarié. On va voir ici un petit peu en comparé au niveau juridique. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir?
Lorsque vous êtes salarié, vous avez un minimum garanti, le SMIC. Si vous êtes VRP, vous avez un minimum garanti légèrement supérieur au droit commun de plus de 2,5%. En fait, il faudrait regarder aujourd'hui quel est ce chiffre. Si vous êtes VRP multicarte, par contre, vous n'avez pas de minimum garanti. Si vous êtes agent commercial ou VDI, non plus, bien sûr, puisque ce qui vous paye, c'est vous-même, c'est vos prestations de service. Alors, au niveau des remboursements de frais, toujours pour les salariés de droit commun, le VRP exclusif, c'est à voir avec l'entreprise. Si vous êtes multicarte, vous n'avez pas remboursement de frais, puisqu'on a vu que déjà dans votre prestation, vous incluez vos frais professionnels. Si vous êtes VDI ou agent commercial, pareil, on ne va pas vous rembourser des frais. On paye une prestation de service et dedans, elle inclut vous demandez votre prestation, combien vous demandez et vous mettez vos frais à l'intérieur. Au niveau des charges, par contre, c'est intéressant que vous en sachiez un peu plus. Donc, au niveau des salaires, pour finir ici, bien sûr, VRP, salarié de droit commun, VRP exclusif, c'est un salaire fixe plus variable. Si vous êtes multicarte, vous êtes 100% variable. Et si vous êtes agent commercial, vos honoraires, ce sont un pourcentage des ventes. On ne va pas parler de salaire, on va parler d'honoraires. Vous avez un pourcentage des ventes. Par exemple, grâce à vous, les ventes, il y a eu 10% de chiffre d'affaires, vous allez prendre une commission, vous allez prendre un honoraire sur ces 10% de ventes. Alors, au niveau des charges de l'entreprise, vous savez que le versement d'un salaire brut donne lieu à des charges sociales par l'entreprise et par le salarié. Donc, il y a des charges patronales et il y a des charges salariales. Les charges de l'entreprise, ce sont les charges patronales. Elles sont évaluées à, on va dire, environ 50% du salaire brut qui sera payé à l'URSSAF. Et les charges salariales, ce sera environ 25% du salaire brut qui sera retenu par l'employeur et versé à l'URSSAF. On va obtenir à ce moment-là un salaire net. Alors, par exemple, je vous donne 2000 euros. Vous aurez 50% de 2000, 1000 euros de charges patronales. Ça veut dire que l'entreprise paiera 2000 euros votre salaire, plus 1000 euros, ça fait 3000 euros. 2000 euros pour vous et 1000 euros pour l'URSSAF au titre des charges patronales. Mais vous, votre salaire brut, s'il est de 2000 euros, on va retenir 25%, donc 500 euros, et vous n'aurez qu'un salaire net de 1500 euros. Donc pour un revenu de 2000 euros, vous, en net, vous aurez 1500 euros. L'entreprise, elle en paiera 3000. Voilà. Dans la convention collective des VRP, il a été estimé que 30% du salaire perçu par le salarié est destiné à rembourser ses frais professionnels. Donc, ce qui est intéressant si vous êtes VRP un jour, c'est qu'il n'existe aucune charge sociale sur les frais. On rembourse, toutes les charges sont calculées que sur 70% du salaire brut. Dans le même type de calcul, vous voyez, si vous avez 2000 euros de salaire brut et vous êtes VRP, en fait, on calculera sur 25, on calculera donc 70% de votre salaire brut, ça fera que 1400 euros. Sur ces 1400 euros, on prendra 25%, ça fera 350 euros. Et donc, vous aurez en net 1650 euros. Donc, vous voyez que vous gagnez plus si vous êtes VRP que si vous êtes salarié de droit commun. Voilà. Vous allez gagner plus. Pour l'entreprise, c'est aussi intéressant parce qu'il va payer des charges que sur 1400 euros, il paiera 50%, c'est-à-dire que les charges patronales seront que de 700 euros, alors qu'on a vu que dans ce cas-là, elles étaient de 1000 euros. Voilà. Donc, ici, pour le VDI, donc vous voyez, c'est plus intéressant et pour l'entreprise et pour le salarié, au niveau rémunération. Pour le VDI, sans rentrer dans un détail un peu compliqué, les charges sont grossièrement équivalentes à un salarié. Ici. Et pour l'agent commercial, eh bien, l'agent commercial, il paye lui-même l'ensemble de ses charges sociales qui sont estimées à environ 30% de son chiffre d'affaires. Alors, le lien de subordination, ça, vous devez bien retenir. Vous voyez, quand vous êtes salarié, c'est très fort. Quand vous êtes VRP, c'est fort, à voire faible. Quand vous êtes VDI, c'est moyen.
Et quand vous êtes un agent commercial, un indépendant, c'est nul. Voilà. Donc un lien de subordination de très fort à nul. S'il y a une rupture du contrat, bah, vous avez des indemnités légales. Pour le salarié, c'est la convention collective. Pour le VRP, c'est la convention des agents commerciaux, c'est donc des indemnités de clientèle. Pour le VDI, il y a des indemnités légales. Et un agent commercial, bah, il n'y a pas de rupture de contrat, tout simplement parce qu'il n'y a pas de contrat de travail. Voilà. Alors, on voit le dernier point qui est le poste de travail. Alors, des outils d'analyse pour le poste de travail. Vous voyez ici, vous l'avez vu dans les TD, nous recrutons un commercial sur un certain secteur avec un certain nombre de missions et un profil. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'un poste de travail, il se définit par une position à la fois hiérarchique et fonctionnelle, c'est-à-dire un certain nombre de missions, de fonctions qui vont être déterminées. Elles sont déterminées en fonction d'un certain nombre de compétences, de formation et de rémunération. Donc, compétences, hein, prenez bien, Pôle emploi le définit comme l'ensemble des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être qui doivent se manifester dans un emploi, dans un métier ou dans une situation donnée. Donc, les outils d'analyse, ça va être quoi? Ça va être une énumération en fait précise des tâches. Hein, on va devoir préciser les tâches, les missions assignées à un poste, mais aussi quelles sont ces missions et ces tâches qui seront faites en autonomie et quels sont ceux pour lesquels il y aura des décisions, une latitude décisionnelle limitée. Donc, pourront exister des fiches d'attribution ou des fiches de fonction. Si le poste a des tâches très répétitives, eh bien, ce sera une fiche d'attribution, un ensemble de tâches à accomplir pour les réaliser en fonction des objectifs. Et si c'est une fiche de fonction, c'est plus pour des postes à responsabilité. Voilà, donc dans les outils d'analyse, on regarde de façon très, très fine les missions et les tâches, celles qui sont en autonomie ou celles au contraire pour lesquelles les décisions sont limitées. Ensuite, le profil du poste. Il va récapituler toutes les compétences, c'est-à-dire les savoirs, savoir-faire et savoir-être qui sont demandés lors du recrutement et qui vont permettre de comparer les différentes candidatures retenues par rapport au poste à pourvoir. Alors généralement, il y a une méthode de tracé libre, vous voyez, en fonction de compétences qui vont de 1 à 4. On distingue cependant une partie supérieure ici, qui est la signalétique, l'identification du poste, du service auquel il appartient, et puis cette deuxième partie avec donc le savoir, donc quelle est la formation demandée, à la fois générale, professionnelle, les savoir-faire. Qu'est-ce qu'il faut savoir maîtriser comme outil de gestion de la relation client, comme outil informatique, etc. Et puis le savoir-être, par exemple, c'est un poste sur lequel il faut beaucoup d'empathie, il faut beaucoup d'écoute, etc. ou beaucoup de dynamisme. Et ça, là, il y a une échelle qui va de 1, peu important, 2, assez important, important à très important. Donc c'est un outil qui permet de comparer les différentes candidatures et s'il y a adéquation entre le profil et le poste. Vous voyez, là, on a défini un profil de poste. On va faire la même chose pour un CV et on va comparer et voir quel est le candidat qui est le plus en adéquation avec le profil du poste demandé. Voilà, donc diversité des métiers commerciaux et des statuts. Retenez bien 3 axes principaux, soutien, relations clients, management des équipes. Des statuts différents, le statut de salarié, d'indépendant et de commerçant. Et la définition de profil de poste en fonction de compétences, savoir, savoir-faire et savoir-être pour pouvoir sélectionner des candidats.